Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 6e webinaire Bibliothèque et développement durable, co-organisé avec une petite équipe que je vais rapidement vous présenter. Donc, Fanny Valenbois du Shift Project et du Bureau des acclimatations. Marion Lenagar, qui travaille à la bibliothèque départementale de Seine-Maritime et qui fait partie de la commission Bibliothèque verte de l'ABF, qui représentera la commission qui vous la présentera tout à l'heure. Nola Normand, qui fait partie du réseau des bibliothèques du 92. Et moi-même, et j'espère que je n'ai oublié personne. Voilà, mes collègues me contrediront. Moi, je suis Pauline Tran-Van-Schau de la bibliothèque départementale de la Vienne. Voilà, on est très heureux de vous accueillir. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Et voilà, je ne garde pas plus la parole, juste un petit rappel. Vous pouvez couper vos caméras le temps de l'échange et ne les brancher que si vous êtes en prise de parole. Merci beaucoup et bon webinaire. Bonjour à tous, du coup j'enchaîne avec juste une très rapide présentation de la commission Bibliothèque verte. Cette série de webinaires a été lancée par le Shift Project et BIP 92, donc représenté par Fanny Valenbois et Nola Normand. Et depuis 2023, depuis le tout début d'année, la commission Bibliothèque verte a rejoint le groupe des organisateurs. Donc j'en profite pour vous parler très vite de la commission. Elle est née l'été dernier. On a lancé depuis l'automne dernier un blog que vous pouvez consulter et qui est agrémenté de 1 à 2 articles par semaine. Notre objectif, c'est d'essayer de constituer une expertise en faisant une veille sur la thématique de l'écologie en lien avec les bibliothèques. Ce pour produire, publier des contenus dans le but de renseigner, d'accompagner les professionnels qui sont intéressés par ces enjeux et d'aider à ce que les bibliothèques s'impliquent pleinement dans cette démarche. Donc, on participe à des groupes de travail, des réunions et on participe désormais à l'organisation de ces webinaires pour avoir à la fois une vision plus large et permettre, on espère, de faire encore plus connaître ce cycle, sachant qu'aujourd'hui, on a constaté qu'on avait déjà beaucoup de monde et que la notoriété était grandissante. Voilà, je m'arrête là pour ne pas qu'on prenne de retard. Merci beaucoup, Marion. Alors, je vais changer de partage d'écran pour attaquer la toute première partie. Donc, vous venez de voir le sommaire. Je partage avec vous. Ah, je ne suis pas sur la bonne slide, évidemment. Ici. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon pour vous? Oui, c'est bon. OK. Donc, est-ce qu'il y a une personne qui a un... Merci, super. C'est une présentation qui a été préparée par Mathieu Vigou et qui devait initialement faire cette présentation lors du précédent webinaire qu'on a annulé à cause de la grève et qui n'était pas disponible aujourd'hui. Du coup, je reprends sa présentation, mais vraiment à tout seigneur, tout honneur. Tout ce qui est bien, c'est lui et toutes les erreurs, c'est moi. Je vais essayer d'être rapide. L'idée, c'est de vous donner une vue très rapide des impacts du numérique de manière relativement générale et générique. Et ensuite, vraiment de passer la main à des collègues bibliothécaires qui pourront entrer dans des choses beaucoup plus concrètes et très pratiques et plus adaptées. Donc voilà, Mathieu Vigou, c'est un professionnel de l'éco-conception de sites web et de la sensibilisation aux impacts du numérique, bien plus expert de ces questions que moi. On va parler des impacts du numérique en se rappelant d'abord que le numérique est partout dans notre vie aujourd'hui, qu'il s'agisse de la vie personnelle ou de la vie professionnelle, du divertissement ou de fonctions techniques, technologiques, mathématiques et autres. On a parfois l'impression que le numérique est purement dématérialisé et virtuel. En réalité, on parle bien de terminaux. On a tous là sous les yeux notre ordinateur. Vous avez probablement, comme moi, votre smartphone pas très loin sous la main. Et tout ça communique entre eux via un réseau, ce qui veut dire via des serveurs, des data centers, des infrastructures, des réseaux, etc. Donc, on a bien un besoin de matériel, je viens de le mentionner, à la fois celui qu'on possède et tout celui qui est caché, qui est derrière, qui est l'ensemble des infrastructures qui permettent le fonctionnement. Et on va regarder les impacts
tout au long de… Je suis désolée, je vois qu'il y a des coquilles sur le PowerPoint, c'est moi qui ai mal relu. On va regarder les impacts sur l'intégralité du cycle de vie de ce matériel. La première chose qui va nous intéresser, c'est la production. Pour fabriquer un matériel numérique, en gros, on va utiliser 3 types de ressources, à la fois des matières premières, donc des métaux, des plastiques et un petit peu de verre et de céramique. On va utiliser beaucoup d'eau, et je pense que tout le monde est bien sensibilisé au fait que c'est une ressource dont la disponibilité va devenir sensible et critique dans les années à venir. Et on va utiliser de l'énergie et essentiellement des énergies fossiles. Je vous invite à aller regarder, si vous ne la connaissez pas, le travail, cette exposition ou cette série de photos issue du travail de Dylan Mark, qui montre à quel point on a besoin d'excaver, d'extraire une très grande quantité de terre pour récupérer une petite quantité de métaux. Ici, vous avez donc une mine de cuivre, et vous voyez cette boule-là qui a été représentée ici, qui est un ajout, photoshopage, on va dire. Il a fallu l'intégralité de cette mine pour extraire ce petit point qu'on voit ici. Donc, on est sur l'extraction de métaux qui sont en réalité très peu concentrés, et donc on a un très faible rendement. Donc, l'emprise sur les sols, sur les terres, etc. est très importante. On a par ailleurs maintenant la certitude qu'une partie de cette exploitation des métaux et des minerais se fait par des enfants, notamment en Afrique. C'est des choses qui sont documentées. Bon, je ne reviens pas sur la question de l'eau douce. Je crois qu'en France, le problème en ce moment est suffisamment sensible, mais on voit bien que ce n'est plus uniquement un problème de pays du Sud, etc. On est en France en sécheresse grave depuis 2 ans maintenant, sans voir vraiment la fin de la sécheresse. Donc, ce sont des questions qui se posent de manière très aiguë aujourd'hui. Et puis, je vous le disais, on a besoin d'énergie. Et aujourd'hui, la majeure partie de l'énergie qui est utilisée pour le numérique et pour l'ensemble de nos activités, c'est de l'énergie fossile, du pétrole, du charbon et du gaz. Et cette énergie fossile, elle rejette du gaz à effet de serre à chaque fois qu'on la brûle. Les ressources fossiles contribuent au réchauffement climatique à travers le rejet de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est le problème production. Il y a un deuxième lieu, une deuxième étape dans la vie de ces produits numériques, qui est l'utilisation. Je vais passer assez vite, mais il y a déjà toute la question de l'utilisation, l'impact en termes de quantité d'énergie et de matériel qui est utilisé. Et là-dessus, je voudrais insister un peu. On a souvent la vision de se dire, bon, pour limiter l'impact du numérique, je vais trier mes mails, ce qui est sans doute bénéfique en termes d'organisation personnelle, de sentiment de surcharge, etc. Mais vous voyez, ce graphique ici vous montre l'impact environnemental comparé d'un gros email, ici, ce petit point rouge, un mail avec une pièce jointe, une page web consultée, une chanson en MP3, un podcast de 30 minutes, 10 minutes sur YouTube, 1 heure sur Netflix. Donc, tout ça pour vous dire que si vous passez 2 heures à trier vos mails et qu'ensuite vous allez regarder une série de vidéos de chatons sur Internet ou votre série préférée sur Netflix, il est assez possible que vous ayez annulé l'ensemble de l'impact de votre action de tri de mails. Alors, trier les mails, c'est quand même positif et il ne faut pas hésiter à le faire, hein, mais c'est encore mieux si on s'attaque au vrai problème qui est l'usage de la vidéo. On estime aujourd'hui que les flux de données en ligne, c'est, vous le voyez, 80% de la vidéo et une vingtaine de pourcents pour tous les autres usages. Donc, dans tous les autres usages, on va avoir aussi tout ce qui est site internet, achat en ligne, etc. Dans la vidéo en ligne, on a une part de la pornographie qui représente autour d'un quart d'Internet. Et puis, tous les plateformes, donc toute la vidéo sur demande, tous les YouTube auxquels on contribuera à travers la diffusion de notre replay, les réunions en ligne, etc. Donc vraiment, la vidéo, 80% du trafic sur le web. Si vous voulez réduire votre impact en termes de consommation de données échangées, c'est sur la vidéo, éventuellement sur tout ce qui est réseaux sociaux, médias hébergés en ligne qu'il faut intervenir. Par ailleurs, ce n'est pas vraiment directement une question environnementale ou écologique, mais on sait aussi que les usages numériques posent un certain nombre de problèmes sociaux, d'addiction, de risque de harcèlement, de risque d'isolement, d'anxiété, etc., qui sont malheureusement plutôt renforcés et encouragés dans nos modèles actuels. Et enfin, à nouveau, je passe vraiment vite. L'idée, c'est de vous faire un panorama très rapide et de ne pas passer trop de temps sur la théorie et de passer la main aux collègues.
La fin du sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce matériel quand on ne l'utilise plus en fin de vie. Et là, on a un vrai problème de retraitement des déchets numériques et électroniques. Une très faible partie est actuellement recyclée. C'est assez compliqué. Ce sont des petits composants, ce sont souvent des alliages qui sont difficiles à extraire des matériels, qui sont difficiles à recycler et à réemployer. Il existe des filières de recyclage. On sait qu'en réalité, une grande partie des objets terminent dans des décharges sauvages, souvent soit à ciel ouvert, soit enfouis, soit incinérés, ce qui pose tout le temps des problèmes de pollution de l'air, du sol et de l'eau. En Afrique, dans les pays qui sont les plus concernés par le fait qu'on exporte nos déchets électroniques, ça pose de gros problèmes d'exposition des populations à des maladies liées à trop de plomb dans le sol, donc dans l'alimentation, des choses comme ça. Si je fais un petit résumé très rapide, on a donc une phase, je récupère ma souris, une phase de fabrication et une phase d'usage. Et selon ce qu'on considère, vous voyez qu'il y a différents impacts. L'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, l'eau et les ressources. Les impacts se font parfois à la fabrication, parfois à l'usage. Parfois du côté des utilisateurs, parfois du côté du réseau ou des centres informatiques. Vous voyez qu'une grosse partie repose sur les utilisateurs. Donc, c'est quand même à notre échelle qu'on peut agir, mais c'est une grosse partie sur la fabrication. Pardon, excusez-moi. Donc, vous voyez que la question va être évidemment des données qu'on échange, mais ça va être aussi beaucoup le matériel qu'on utilise. Voilà. Le but étant de se demander où sont les impacts positifs quand on met en place des actions. Quelques pistes de levier d'action avant de laisser illustrer ça très concrètement. On peut reprendre cette approche qui est celle du zéro déchet, qui est de se dire on peut commencer par refuser un certain nombre de modèles dominants qui nous sont proposés, de dire qu'il est obligatoire d'être sur tous les réseaux sociaux, il est obligatoire, il est indispensable de changer son smartphone tous les ans, d'avoir des écrans partout, d'être connecté en permanence, etc. On peut tâcher de réduire à la fois notre empreinte numérique, mais de manière générale, notre usage du numérique, d'Internet, de la connexion. On peut travailler à réutiliser le plus possible tous les équipements et toutes les ressources dont nous disposons déjà. Et une fois qu'on a fait ça, travailler à recycler le matériel en fin de vie. Mais c'est vraiment, vous voyez, le quatrième levier, se dire je continue tout pareil, mais ne vous inquiétez pas, mon ordinateur ira dans une filière de recyclage à la fin, ne peut pas suffire à prendre en charge le problème. Et puis, en général, dans la démarche zéro déchet, le cinquième, c'est rendre à la terre. Et ça concerne en grande partie le compostage et le fait de pouvoir rendre des déchets organiques à la terre. Ici, ça ne sera pas la même chose. On ne peut pas rendre à la terre nos ordinateurs, bien au contraire. Par contre, l'idée qui est proposée ici, c'est dans quelle mesure on peut tâcher de se déconnecter du numérique pour se reconnecter à la nature, le vivant, etc. Si je décline ça de manière toute simple, ça veut dire que je peux travailler sur la production du matériel, essayer d'utiliser moins de terminaux, moins grands, parce que l'impact est directement proportionnel à la taille de nos écrans qui ne font qu'augmenter d'année en année, moins puissants, avec des moins grandes définitions, etc. Je peux essayer de réparer plutôt que remplacer, de conserver plus longtemps, d'acheter reconditionné, et puis aussi de donner mon matériel, une fois que moi j'ai fini de m'en servir, il peut probablement avoir une seconde vie ou une troisième vie. Donc, travailler à organiser la fin de vie de mon matériel et en dernier recours, le recycler. Ça, c'est pour la partie production du matériel. On peut aussi réduire les données, la quantité de données qui sont échangées, en limitant la quantité de données qu'on échange et qu'on stocke, et faire régulièrement un nettoyage de ces données des réseaux sociaux, des sites web, pour enlever toutes les vidéos, toutes les photos qui sont obsolètes, peut être une bonne pratique. Mais si on ne veut pas avoir besoin de nettoyer régulièrement, on peut tout simplement limiter l'usage des réseaux sociaux et essayer de réduire la quantité d'informations qu'on ajoute sur Internet. On peut éco-concevoir son site Internet. Une autre bonne pratique, c'est de travailler sur sa newsletter, s'assurer qu'on l'envoie à des destinataires qui souhaitent vraiment la recevoir et peut-être nettoyer la base de données, réduire la fréquence, réduire le poids, choisir un hébergeur éco-responsable. Voilà, quelques endroits où on peut agir si on veut réduire, alléger sa présence sur Internet et l'usage du numérique. Et pour faire le pont avec la présentation qui suit, les bibliothèques sont évidemment un lieu
extrêmement pertinent pour travailler sur les impacts du numérique. À la fois, par définition, par essence, les bibliothèques sont un lieu de mutualisation. Donc, on peut travailler sur la mutualisation, y compris d'outils de liseuses, de tablettes, etc., mais aussi de propositions de ressources physiques alternatives au numérique. On peut évidemment travailler sur l'utilisation de matériel reconditionné et puis toutes les fonctions de sensibilisation du public dont vont vous parler tout de suite Jean-Marie, Pierrick et Anaïs, parce que moi, j'ai fini. Je vous remercie beaucoup. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Si besoin, on peut prendre 2-3 minutes de questions, mais sinon, on peut aussi attaquer le concret avec Jean-Marie. Je vous laisse me dire. Il y a eu une question de Manon. Manon, si vous voulez la poser, c'est sûr. Alors, je suis en train de rechercher dans la discussion. Pardon. Bonjour à tous et à toutes. Oui, c'était sur la... Vous m'entendez? Oui. Sur l'infographie tableau qui présentait les impacts utilisateurs par partie, on va dire, concernés, l'eau, les émissions gaz à effet de serre, etc. Et il y avait une colonne ressources. Et comme énergie était dans une autre colonne, je me demandais ce qui était compris dans ressources, en fait. Les ressources, c'est les métaux et les minerais. Donc, c'est la partie extraction. Ok, très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il y en a eu une autre à laquelle Nola et moi, on a essayé de répondre, mais ce serait bien que tu confirmes. Je remonte. Est-ce qu'une vidéo sur un réseau social a autant d'impact que par mail? Alors, je ne suis pas une experte et Mathieu serait mieux placé que moi pour le dire, mais voilà, alors c'est toujours pareil, ça dépend, ça dépasse. Il y a 2 données, je pense, sur une vidéo en ligne. C'est le stockage de la vidéo elle-même, donc l'utilisation d'un espace sur un data center qui va être sur du long terme, et ensuite le fait d'aller solliciter le visionnage. Donc, il y a 2 endroits où il va y avoir 2 moments où il va y avoir de l'énergie utilisée pour ça. Si je l'envoie par mail, effectivement, en théorie, elle n'est pas stockée sur un data center en dehors du temps où elle est échangée. Pierrick, tu voulais peut-être compléter? Oui, effectivement, je disais, si la vidéo est en pièce jointe, le mail va être extrêmement lourd, alors que si c'est un lien vers une vidéo hébergée, rien qu'en fait l'envoi du mail, ça va énormément changer. Il y avait cette petite nuance déjà qui était importante. Il vaut mieux par mail partager un lien vers une vidéo hébergée déjà, plutôt que qu'elle soit en tant que pièce jointe à l'intérieur du mail. Eh ben super, merci beaucoup. Je vois François qui dit que c'est un peu rapide. C'est effectivement très rapide. Vous aurez le replay, puis on va essayer de vous donner beaucoup de liens pour que vous puissiez aller nourrir aussi votre connaissance du sujet. Et du coup, si ça vous va, je peux peut-être passer la main à Jean-Marie. Est-ce que tu prends le relais? Oui, entendu. Merci Fanny. Bonjour à tous. J'espère que vous allez voir tout de suite mon PowerPoint, mon diaporama. Donc, je me présente pendant ce temps. Voilà. Donc, je suis Jean-Marie Fortet. Je travaille actuellement au service accompagnement des réseaux à l'ABES. Et je vais plutôt parler depuis mon expérience précédente, qui était celle de responsable numérique du réseau des médiathèques de la métropole de Montpellier, où j'ai été jusqu'à fin 2022. Voilà. Je suis par ailleurs membre de la commission ABF Bibliothèque Verte. Je vais donc vous parler d'un sujet qui peut paraître un peu tête d'épingle à première vue, celui des clauses environnementales et du numérique. En réalité, on n'en est encore pas vraiment à disposer de clauses standardisées. Il y a tout un secteur qui va devoir bon an mal an s'adapter à cette nouvelle donne. C'est aussi un prétexte en quelque sorte pour vous parler de commandes et de marchés publics et de cadrage juridique actuel de la RSE dans le secteur public en général. Donc, je vais structurer mon discours le plus rapidement possible en 3 temps, avec des préambules, le cadrage juridique en France début 2023, et puis des précisions sur ce qu'on peut appeler les marchés publics numériques et verts, en essayant d'ouvrir sur des questions qui sont peut-être plus propres aux bibliothèques. Je ne vais pas revenir sur les constats que Fanny a bien exposés, hein, mais il y a donc un paramètre très important, je pense, à prendre en compte sur le sujet, c'est que le meilleur outil numérique, c'est celui qu'on n'a pas besoin de produire dans l'immédiat.
Je souligne de l'immédiat parce qu'on a encore le luxe de raisonner dans une grande abondance à l'heure actuelle et que ce ne sera peut-être pas éternellement le cas. Vous savez qu'il y a des voix qui s'élèvent pour considérer le numérique comme une ressource critique et épuisable à court ou moyen terme, hein, qui sont de plus en plus, c'est un discours qui est de plus en plus audible et qui est parfois aussi de plus en plus contesté parce qu'on fait appel à une grande complexité de métriques pour l'étayer et que c'est en réalité très difficile à étudier. Les secteurs économiques s'entrecroisant dès qu'on parle de numérique notamment. Donc voilà. Par ailleurs, il y a aussi une nuance importante à ce il vaut mieux retarder l'achat, c'est que le poids du retardement à l'investissement d'achat numérique aurait lieu d'abord, si on raisonne globalement, de reposer sur les individus, étant donné que le système capitaliste numérique a totalement encouragé le suréquipement jusqu'à présent, tandis qu'il y a un vrai enjeu, sachant que le numérique rend d'inestimables services en termes de polyvalence d'usages sociétaux. Un vrai enjeu serait d'organiser un accès toujours plus mutualisé à l'excellence et à l'efficience technologique qu'on jugerait utile, et typiquement en bibliothèque, ou dans des maisons de services publics ou dans d'autres espaces ou tiers-lieux, bien sûr. Mais je pense ici aux propositions qu'a pu faire en particulier le Shift Project, de faire du numérique un service public essentiel. Voilà. Donc, mieux encore que l'achat numérique durable, l'organisation du non-achat ou du retardement de l'achat sont essentielles à considérer dans notre contexte d'abondance numérique. Donc, dans le cas des bibliothèques, ça va être en particulier, enfin, et dans plein d'autres contextes, en fait, ça va être en particulier de réduire le nombre d'équipements et d'essayer de s'en tenir à l'essentiel, de mutualiser par des pools technologiques et des ressourceries d'outils, de faire durer les équipements en place, ça c'est un point aussi extrêmement important. Le bilan environnemental d'un terminal qu'on ne renouvelle pas au bout de 2 ans, comme c'était souvent le cas, ou 3 ans en moyenne, mais 4 ou 6 ans, il est nettement amélioré. Ça va aussi revenir à s'occuper au mieux des matériels dont on dispose, de les protéger, les documenter, mieux les suivre. Et donc, ça peut supposer aussi après c'est un choix politique et organisationnel, mais de réinternaliser davantage le suivi matériel ou en tout cas son contrôle, et de former des équipes support à la réparation et à l'entretien des équipements numériques, notamment hors garantie, et y compris par l'auto-formation. Bon, si on développe cette idée, ça peut être encore plus intéressant dans le cadre d'une politique de service au public qui se rapprocherait par exemple de Repair Café informatique ou pas informatique, technologique. Faire durer les équipements en place, ça revient aussi à mettre à niveau, mettre à jour les équipements au lieu de les remplacer, les réinitialiser dans leur système d'exploitation quand on peut encore le faire. Ça peut être aussi organiser des marchés de maintenance ou qui incluent de la maintenance en analysant en détail ce que ça recouvrera. Ça revient aussi à graduer la fin de vie des matériels, donc déclasser, réaffecter en interne d'anciens matériels à des tâches qui peuvent être moins exigeantes ou moins prioritaires. On ne le fait peut-être, on n'a peut-être parfois pas assez ce réflexe. Acheter du reconditionné, donner ou revendre, comme enfin, je repense à la diapositive sur les 5R qui était très synthétique de Fanny. Ça vous résume bien cet enjeu, hein. Et seulement après cet examen sur quels sont les besoins, cette réflexion sur la stratégie de diminution et de limitation des impacts, seulement après, on peut envisager d'acheter du réemployé, du reconditionné, du recyclé. Alors, le recyclé, c'est très relatif quand on parle d'outils numériques. Au mieux, on aura du plastique un peu recyclé, mais enfin, bon, voilà, c'est pas tellement là que ça joue, hein. C'est plutôt sur le réemploi et le reconditionnement dans notre cas. Et sinon, au final, sinon acheter du neuf quand le besoin est clairement exprimé. Mais déjà, si on avait cette phase de réflexion amont dans son entièreté, il est très probable qu'on limiterait un certain nombre d'achats. Alors, un petit tour aussi alors ici, oui, sur cette diapositive, je reprenais un exemple qui fait penser à la grosse boule de cuivre de Fanny, mais c'est issu de la fresque du numérique que vous avez peut-être suivi ou animé de vos côtés.
Je trouve que cette illustration, elle est extrêmement emblématique. On voit qu'un ordinateur portable de 2 kilos a impliqué l'extraction et le gaspillage largement de 800 kilos de ressources, y compris l'eau. Donc, c'est quand même un ratio énormissime qui est propre aux petits bijoux technologiques qu'on emploie avec la société numérique, hein. Et puis un petit passage aussi par certains référentiels. Je voulais vous parler des référentiels de bonne pratique du CIGREF, hein, qui est une association qui réunit grandes entreprises et administrations publiques pour, je cite, réussir le numérique, ou par, vous connaissez sans doute l'association Green IT, qui est une association pionnière en France depuis 2004 sur la sobriété numérique. Bref, dans tous les cas, tous ces référentiels disent bien que définir une politique interne d'achat responsable, intégrant l'ensemble du cycle de vie, est jugé toujours comme prioritaire, absolument prioritaire. C'est un des premiers points d'impact qu'on est capable d'avoir. Il y a désormais un vrai consensus là-dessus. Donc, je passe à cette diapositive pour vous parler de la commande publique plus particulièrement et de sa force de frappe. La commande publique, ce qui est notable quand on en parle, c'est que c'est le bras armé de nos objectifs de service public. Et ce qui est notable aussi, c'est qu'on est vraiment dans le concret. Elle représente 5 à 10% des richesses matérielles nationales en France. C'est donc très notoire. C'est une source d'impact immédiat, on l'a vu. C'est aussi un levier pour montrer l'exemple auprès de tout un secteur et un périmètre d'acteurs. Acheter durable, c'est aussi dépenser moins, en tout cas à moyen terme ou long terme, et c'est un moyen d'organiser des économies dans une approche de coût complet, c'est-à-dire on ne tient pas en compte que l'acquisition, on tient en compte aussi l'utilisation et jusqu'à la fin de vie des terminaux. Ça peut être aussi un levier d'innovation. Alors, je mettais de vraies innovations parce que derrière le terme innovation, on peut entendre plein de choses, notamment dès qu'on parle de produits et services numériques, hein. L'innovation n'est peut-être pas toujours celle qu'on a tendance à nous vendre, hein, c'est-à-dire des appareils compatibles déjà avec la 7G ou bon voilà. L'innovation, c'est peut-être aussi réfléchir sur ce que peut être l'innovation frugale, des solutions du côté des basses technologies, les low-tech. En tout cas, essayer de les introduire davantage dans nos politiques de dotation. Et puis, un achat responsable écologiquement, il faut bien le rappeler, et c'est pour ça qu'on parle de RSE depuis déjà plusieurs décennies, hein, mais il l'est aussi bien souvent socialement. Par exemple, quand on vient à favoriser la vitalité d'un tissu économique local avec l'économie sociale et solidaire, ou l'insertion dans le cas de beaucoup d'acteurs du reconditionnement des terminaux numériques. Et pour terminer, un objectif clé sur lequel je vais revenir un peu plus loin, mais qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en 2026, conformément à notre loi climat et résilience, 100% des marchés publics devront intégrer des considérations environnementales et sociétales à une hauteur significative, c'est-à-dire un pourcentage d'au moins 5 à 10% de l'évaluation et de la critérisation au final. Et puis, autre point qu'il faut retenir, c'est que le droit, de manière générale, c'est un levier qu'il ne faut absolument pas oublier et qui est même en fait essentiel dans la transition pour engager et accélérer la transition écologique. Maintenant, quelques mots sur le cadrage juridique, en tout cas dans le contexte français et un petit peu européen, en ce début de l'année 2023. Sur la question plus généralement, je pourrais vous renvoyer à un des billets qui ont été publiés en février sur le blog Bibliothèque Verte, hein, qui est plus détaillé sur cette question de cadrage. Il faut surtout souligner que les recommandations et désormais les impulsions et obligations posées par les pouvoirs publics en direction du numérique responsable sont depuis 2-3 ans environ en train de devenir une vraie panoplie de plus en plus complète et cohérente. C'est encore du work in progress, c'est absolument certain, mais la France est clairement un des leaders ou des moteurs sur le sujet au niveau européen. Voilà. Par rapport à l'échelon réglementaire européen, il y aurait quelques cadrages qu'on pourrait souligner, mais je vais passer assez vite là-dessus, sur la directive de 2002 concernant les substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, sur la directive batterie, sur le règlement éco-design par rapport aux salles serveurs. Tout ça, ça s'est échelonné dans les 20 dernières années.
Mais c'est surtout sur alors quelques autres jalons, non, je vais encore parler de quelques autres jalons législatifs, pardon, qui étaient antécédents en disposition de 2020-2022, mais par exemple la directive européenne de 2014 qui a fait apparaître en droit la notion de CCV, c'est-à-dire de coût de cycle de vie. Le décret sur les déchets électriques et électroniques, les D3E, qui remonte à août 2014 et qui, en France, a créé la filière dite de responsabilité élargie des producteurs et qui a défini 2 voies de traitement, soit directe, c'est-à-dire on remet au producteur, reprise 1 pour 0 et non plus forcément un déchet pour 0 achat de la part des producteurs, ou autre solution, la filière des éco-organismes, donc typiquement écologique, pour se débarrasser d'un équipement qui ne fonctionnerait plus. Un petit mot aussi sur la loi Le Maire, pour une République numérique en octobre 2016. Elle pose plutôt d'autres questions, à mon sens, dès qu'on veut parler de sobriété numérique, parce que les questions environnementales et sociétales y étaient quand même assez largement éludées. Et elle est plutôt, je trouve, symptomatique d'une question de conflit de cadrage dans le domaine du numérique et de priorisation qui ont, pendant tout un temps, ignoré la sobriété numérique et ses enjeux. Et puis un petit mot aussi sur la circulaire SPE, Service public éco-responsable de février 2020, qui est contemporaine de la loi AGEC, sur laquelle on va revenir juste après, et qui pose un principe, c'est celui de l'exemplarité de la fonction publique en matière d'achat responsable et de recours à l'économie circulaire. Et pas seulement de sensibilisation donc aux seuls éco-gestes numériques. L'achat de matériel et de consommables reconditionnés est posé comme un principe à partir de ce moment-là. Donc, on va surtout en passer à trois textes de loi récents qu'il faut absolument retenir en la matière. La loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage et économie circulaire de février 2020, qui avait 5 grands axes, mais je vais surtout insister sur l'axe 3 qui inscrit l'économie circulaire au cœur de la commande publique et qui a été précisé par un décret de mars 2021, intégrant pour tout un tas d'achats, pas tous les types d'achats, mais c'est un certain nombre, la réutilisation, le réemploi ou l'intégration de matières premières recyclées dans des proportions qui sont délimitées de 20% jusqu'à parfois 100% selon le type des produits. Alors, retenez dans notre cas de figure que c'est un ordre de 20% qui a été décidé dans le cas des ordinateurs, des terminaux, des accessoires informatiques, des photocopieurs, des cartouches, des téléphones. Donc voilà, 20% de produits réemployés ou réutilisés. On ne parle pas de recyclage, comme je vous le disais, dans ces cas-là, ça n'aurait guère de sens. Retenez aussi la différence entre réemploi, ça sera par exemple des matériels informatiques d'occasion, et réutilisation, ça sera par exemple des smartphones reconditionnés. La loi AGEC introduit aussi un feedback dans les achats durables, avec des décrets d'application qui ont prévu que les acheteurs publics déclarent chaque année auprès d'un observatoire qui est l'Observatoire économique de la commande publique, la part de dépenses annuelles qui a été consacrée à l'achat de produits reconditionnés. Dans l'axe 4 de la loi AGEC, vous avez aussi la création des fonds de réparation pour les particuliers et puis surtout, nous concernant, l'indice de réparabilité qui tend à devenir il va devenir en 2024 l'indice de durabilité qui cherchera à prendre mieux en compte l'interdépendance entre logiciels et matériels notamment. Cet indice, il a fait pas mal de débats, il est critiquable, c'est certain, dans ses modalités de calcul et de suivi. Enfin, il présente le mérite de donner des enseignements de régulation dans ce qui était jusqu'alors une sorte de jungle. Il y a eu un arrêté pour chaque matériel concerné dans les années 2020-2021. Et depuis janvier 2023, est entré officiellement en ligne de compte cet indice dans les paramètres de la commande publique. Donc, veillez bien sur ce sujet, car il me semble qu'il arrive que les services de marché restent encore aujourd'hui prudents sur la question, par exemple en raison des flous qu'induisent les indices de réparabilité. Par exemple, ils prennent en compte les ordinateurs et les smartphones, mais pas les tablettes. Il y a un certain nombre de choses étranges en la matière qui font que ça peut rendre frileux les services juridiques et finances. Mais voilà, en tout cas, depuis janvier 2023, il est censé être mobilisé pour ces types d'achats bien listés dans le décret de 2021.
Jean-Marie, pardon, un Oui. petit point de timing. On est à 15 minutes et du coup, idéalement, il ne faudrait pas dépasser trop 5, 7, 8 minutes pour la suite. D'accord, alors je vais Je ne sais essayer pas de le comment tu faire vas au y pas de arriver. charge. OK. La loi climat et résilience d'août 2021. Alors, cette loi, elle a fait suite à la Convention citoyenne pour le climat. Alors, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été retenues, hein, mais enfin bref, je passe là-dessus. Mais dans ce qui a été retenu dans la loi climat et résilience, constatant qu'on n'atteignait guère que 15% de marché public comprenant des mentions environnementales, il y a eu un coup d'accélérateur législatif pour insérer la logique environnementale au stade de la définition des besoins. Et donc, on l'a vu, au plus tard en 2026, 100% des contrats de commande publique comprendront au moins une considération environnementale. Il revient aux acheteurs de déterminer les critères qui seront appropriés à chaque contexte. Et puis enfin, la loi Rennes du 15 novembre 2021 qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Elle est composée, elle aussi, de nombreux articles, 36 au total. Comme la loi climat et résilience, elle aurait pu être plus ambitieuse, notamment sur la durée de garantie, sur l'encouragement aux produits reconditionnés ou autres. Mais bon, bref, dans ce qui existe actuellement, au cœur de la loi Rennes, il y a la notion de prolonger la durée de vie des matériels numériques d'abord. La fabrication des terminaux numériques, elle représente donc une grosse part de l'empreinte. Il s'agit d'allonger leur durée de vie. Plusieurs activités de la loi Rennes viennent préciser la loi AGEC, notamment son article 15. C'est lui qui a introduit la prise en compte de l'indice de réparabilité lors de l'achat public de produits numériques à compter du 1er janvier de cette année. J'essaie de passer vite. Je voulais un peu vous parler aussi du RGESN, le référentiel général d'éco-conception de services numériques, qui va désormais, depuis ce mois de janvier, pouvoir marcher de pair avec tout projet de service numérique public, avec le RGA, donc accessibilité et conception, ont leur référentiel et vont pouvoir marcher de concert dans nos préconisations, nos cahiers des charges. Et à noter encore, pour fin 2023, on attend, sous inspiration française, un règlement européen de l'éco-conception de manière générale, et pas seulement des services, aussi des produits numériques, avec un système de passeport produit qui devrait donner l'accès à des informations clés sur l'ensemble du cycle de vie du produit et qui devrait améliorer en fait notre actuel indice de réparabilité et lui permettre de devenir un vrai indice de durabilité. Je voulais aussi vous parler de certaines questions liées aux déclinaisons stratégiques des politiques d'achat, du PNAD, le Plan national pour des achats durables. Tant pis, je vais passer vite. Je voulais vous parler aussi des SPASER qui existent depuis la loi économie sociale et solidaire de 2014. Donc, les SPASER, ce sont les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables qui doivent être publiés en ligne par les collectivités concernées. Voilà, certains ont des axes numériques responsables, c'est encore rare. Il faut noter qu'il y a encore 3 mois, seul un tiers des collectivités concernées, et elles sont plus nombreuses depuis le 1er janvier parce qu'il y a eu un abaissement des seuils de dépenses annuelles de la collectivité concernée depuis le 1er janvier 2023. Donc elles sont nombreuses, mais il n'y en a qu'un tiers qui ont honoré l'obligation de publication du SPASER jusqu'à présent. Et puis un petit mot aussi sur les SNR, les stratégies numériques responsables, qui sont une des créations de la loi Rennes de novembre 2021. Donc, elles concernent directement les collectivités territoriales d'abord, et elles sont censées être publiées par toute commune ou EPCI de plus de 50 000 habitants au plus tard début 2025. Et il y a eu un décret d'application de juillet 2022 qui est venu en préciser les objectifs. C'est pas un hasard si les 2 premiers de ces 6 axes, qui sont la commande publique locale et durable dans une démarche de réemploi, réparation et lutte contre l'obsolescence, et la gestion durable et de proximité du cycle de vie des matériels informatiques. Donc ça, ce sont les 2 premiers des 6 axes, en plus de l'éco-conception, de la sensibilisation citoyenne ou interne. Ce n'est pas un hasard si ces 2 axes sont les 2 premiers de ceux qui sont proposés au titre des futurs SNR. Et voilà. Alors, un point d'appui majeur pour les SNR, ce sera notamment certains référentiels comme celui du label de l'INR, le label numérique responsable. Et puis, on attend pour très bientôt, normalement, un guide publié par l'INR, les interconnectés, pour formaliser sa stratégie SNR sur son territoire. Alors, toute petite parenthèse, ça ne s'applique
pas à l'enseignement supérieur et à la recherche. La sobriété numérique dans l'ESR, c'est parfois un vrai poil à gratter vis-à-vis des notions de performance ou d'excellence qui prédominent. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, on pourra en parler à la fin si vous voulez, mais ça ne doit bien sûr pas faire oublier qu'il y a beaucoup de groupes qui se bougent aussi sur le sujet dans l'ESR, comme EcoInfo, CNRS. Il y a des recherches émergentes sur les low-tech numériques aussi dans nos universités, et qu'il y a aussi des possibilités de cadrage souple du numérique responsable, par exemple au travers de l'adoption de la charte numérique responsable de l'INR. Il ne faut pas oublier non plus l'existence d'un marché qui s'appelle Matinfo et qui est un accord cadre pour les postes de travail et les serveurs dans l'ESR, qui prévoit dans sa nouvelle mouture une garantie beaucoup plus longue des matériels et des exigences d'éco-conception, de réparabilité et de traitement des déchets très précises. Donc, il est sorti il y a assez peu de temps. Et dernière rubrique, donc le numérique vert dans la commande publique. Je vous rappelle l'idée essentielle, la phase amont qui précède tout achat, qu'il soit numérique responsable ou non, définir vos besoins. Et ça, mine de rien, c'est un point clé. Et c'est dans le contexte de l'achat public, c'est la question du sourcing. Vous savez ce qu'est le sourcing? C'est le fait pour un acheteur d'effectuer des consultations, de réaliser des études de marché en amont, de solliciter des avis auprès de tous les opérateurs pertinents. Donc, ce sourcing préalable, c'est une pratique qui est reconnue dans le Code de la commande publique, qui est pleinement reconnue depuis 2016. Voilà, donc ça, c'est pour la phase amont. Par rapport aux clauses environnementales, l'intégration de considérations environnementales adaptées peut intervenir aussi bien dans les caractéristiques et exigences du contrat sous la forme des clauses administratives. L'acheteur pourra s'appuyer sur des exemples d'objectifs environnementaux qui commencent à être listés, par exemple, de la nouvelle mouture 2021 des CCAG. Et par ailleurs, l'acheteur public peut prévoir d'autres clauses que celles, et aller plus loin que celles qui sont prévues dans le CCAG. C'est absolument possible à partir du moment où la clause reste en lien explicite avec l'objet du marché, et si elle reste spécifique, quantifiable, sans discrimination ni exigence disproportionnée. Donc, on a dans ce cadre-là la possibilité d'aller plus loin, si on le souhaite. Et autre possibilité de clause dans le cadre de l'évaluation elle-même, c'est-à-dire à travers les critères d'attribution qui peuvent être environnementaux, pour lesquels on peut introduire des variantes. La variante peut permettre de tester un secteur, d'éprouver ou de donner la porte ouverte à des solutions encore pas peu en usage. Voilà, je passe un peu plus vite sur ce que je pensais vous dire encore sur les clauses environnementales. Et je suis vraiment désolée, Jean-Marie, mais dans 2 minutes, il faut qu'on donne la parole à Eric. Ouais. Donc, je sais que c'est frustrant, mais derrière, c'est des slides un peu de ressources, donc peut-être on les mettra en ligne de toute manière et tout le monde y aura accès suite au webinaire. Donc, peut-être en 2 minutes, ce qui est essentiel pour toi, le dernier point clé à transmettre. Alors, j'aurais voulu vous parler des écolabellisations, mais alors vous pourrez vous référer au guide de la Minumeco sur les achats publics responsables. Vous voyez le tableau là que j'affiche, il est très très bien fait, très synthétique, avec un tout petit point sur le label le plus complet en la matière qui a été créé il y a plus de 40 ans pourtant par le gouvernement allemand, qui est Blue Angel. Donc voilà, les écolabels. La budgétisation verte, il y aurait beaucoup à en dire. C'est un élément d'appréciation du bien fondé d'une dépense de manière générale, mais qui doit être pensé vraiment stratégiquement, globalement. Donc voilà, je vous laisse dans mes diapositives des liens pour des ressources sur le numérique responsable et vert. Le Vademecum de la Minumeco, il est essentiel. Il y a aussi le site La Clause Verte, donc, qui recense un certain nombre de clauses applicables au secteur du numérique. Moi, Jean-Marie, tout un tas d'autres ressources. Il y a une Et puis question. pour terminer, donc juste j'avais cette diapositive qui était plus à titre de discussion, dont on pourra peut-être plus parler à la fin, des cas spécifiques qui peuvent s'appliquer en bibliothèque, ou des problématiques spécifiques dans notre cas. Voilà, je m'arrête là. Merci. Justement, il y a une question, je ne sais pas si tu la vois dans le chat. Du coup, est-ce que cela veut dire que les responsables de DSI, Direction de services informatiques, sont censés être informés de tout cela, puisqu'ils participent souvent, voire exclusivement, pour l'achat du matériel pour la collectivité, qui est la question de Laura. Alors oui, ils sont censés, mais la problématique est quand même suffisamment récente
pour qu'elle n'ait bien souvent jamais été abordée dans plein de DSI avant ces derniers mois. En fait, clairement, c'est la loi Rennes qui a fait bouger les consciences ou qui commence à le faire, plutôt dans les plus grosses collectivités, hein, clairement, d'après ce que j'ai pu observer. Après, je n'ai pas fait d'études globales sur le sujet, mais d'après ce que j'ai pu observer, c'est les collectivités touchées par les SNR qui sont de toute façon obligées de s'emparer du sujet d'ici à fin 2024. Donc, c'est vraiment pour les grandes collectivités un sujet qui est obligatoirement d'actualité. Ailleurs, c'est beaucoup plus variable. Du coup, on retient que ce webinaire sera disponible en replay et que peut-être proposez-le à tous vos responsables de direction de services informatiques s'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui. Et on mettra dans la description du replay le lien vers le PowerPoint. Il y a énormément de ressources, il y a plein de liens. Jean-Marie a fait un travail de recensement. Et s'il y a des formations, on les rajoutera. Merci infiniment. Je suis désolée que ce soit… le format est un peu court, mais c'est le principe. On s'est dit qu'on faisait 3 interventions un peu courtes pour vous donner envie d'aller plus loin. Donc, une première approche assez technique sur les questions de cadre juridique, ce qui peut être un outil de mobilisation en interne. Hein, quand on vous oppose le fait que « mais non, ce n'est pas possible, ça ne s'est jamais fait, ça ne se fait pas », ben, voilà ce que dit le cadre juridique et c'est un outil à mobiliser et c'est un outil opposable. On est censé… prendre en compte dans notre fonctionnement l'ensemble de ce cadre. Merci infiniment Jean-Marie. Et je vous propose, avant de passer la main tout de suite, un mini-sondage, ce qui nous permettra de vérifier que vous êtes tous bien là, avec 2 questions, et je vous laisse vraiment 1 minute maxi pour y répondre. On a d'abord la curiosité de savoir qui vous êtes et surtout quel est le profil de bibliothèque ou de structure dans laquelle vous travaillez. Et puis, on aimerait avoir votre avis sur les prochains webinaires, les sujets que vous aimeriez voir traités en priorité. Donc, j'espère que vous voyez le sondage. J'ai l'impression que non. Non, pas encore. Pour Alors, l'instant. Fanny, moi, je le vois, mais je le vois qu'avec les réponses qui ne sont donc aucune… Il n'y a aucune réponse, du coup. Alors, attendez, je refais. Je ne comprends pas ce qui se Oui, passe. voilà, en fait, on le voit, mais on ne peut pas voter. Je pense que tu as affiché les réponses. Je vous prie de m'excuser, je recommence. Alors, ah oui, j'étais sur afficher les résultats, tout à fait. Hop. Est-ce que là, ça marche? Pas Je pour vais moi. laisser les autres répondre parce que moi, je vois toujours la même chose. Hein. D'accord. Moi, je vois un truc. Pour moi, c'est bon. Oui, moi, ça marche. Ça marche. Pour moi, c'est inactif, mais peut-être parce que je sais pas. Quel est ce mystère? Bon, ça Ah fonctionne. si, alors les réponses. Bon. Je pense qu'en tant que co-organisateur, on voit les réponses. Oui, On n'a pas le droit de répondre en tant que co-organisateur. Bon, on commence à avoir une vingtaine de personnes qui ont répondu, donc c'est que ça marche. Super. Et puis, moi, je vais préparer le partage pour la présentation de Pierrick qui prend la suite tout de suite. Alors, hop. Bon, Pierrick, je suis désolée, on va commencer ta présentation avec 3 minutes de retard. 4. On essaiera de tenir la fin à 11h30, mais on a un tout petit peu dérapé sur le démarrage, mais on va essayer d'être sérieux sur la Je vais pouvoir faire d'autant plus court qu'il y a pas mal de choses dans la présentation qui ont déjà été vues juste avant, bon, très bien. ce qui me rassure un peu sur le fait que je ne me suis pas trop trompé dans ma présentation. Super. Alors, je vois qu'on a 90% de réponses au questionnaire avec donc une grosse présence des collègues en bibliothèque de lecture publique et bibliothèque universitaire. À vous deux, vous faites ces 2 catégories l'essentiel. On a quand même 10% de bibliothèques départementales, 4% de bibliothèques francophones à l'étranger. Et puis, autres, je vous raconte ça dans le chat. On va aller lire ça avec intérêt. Et sur les sujets, c'est très réparti avec en tête de course la formation aux enjeux de la transition écologique. C'est le premier sujet. Ok, super. Je partage l'écran et je pense que je vais mettre fin au sondage. On va se dire que si vous n'avez pas répondu, hop, eh bien c'est trop tard. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui. Ouais. Super. Et du coup, je te laisse me faire signe quand tu veux que j'avance, d'accord? Ça marche. Donc, je m'appelle Pierrick Langage, je travaille pour les médiathèques de Plaine Commune, principalement.
Le micro s'est coupé, je crois. Ouais, il y a une fausse manœuvre, ton micro s'est coupé, Pierrick. Hop, c'est reparti. Alors, je recommence. Donc, Pierrick Langat, je travaille pour le réseau des médiathèques de Plaine Commune. Je suis principalement à la médiathèque à la Courneuve Aimé Césaire. Donc là, ce qu'on va voir, c'est un aperçu, un petit échantillon d'un atelier numérique qui a été proposé au mois de juin de l'année dernière et qu'on va reproposer d'ailleurs cette année un petit peu actualisé. Donc effectivement, on va rapidement voir les slides. Il y a des choses qu'on a déjà vues tout à l'heure et puis on pourra voir aussi ce qu'on a essayé de mettre en œuvre par rapport au numérique sur nos médiathèques. Et puis, très rapidement aussi, d'autres choses, d'autres ateliers numériques qu'on programme pour le mois de juin qui vient. Donc, en fait, cet atelier, il est sur 2 axes principaux. Le premier, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, l'impact négatif que peut avoir le numérique. Donc, tu peux passer directement au 3e slide. Voilà. Donc là, on aborde d'abord toute la partie risque. Par la suite, on verra les bénéfices que le numérique peut éventuellement apporter, quelques bonnes pratiques qu'on peut avoir au quotidien en tant que citoyen, en tant qu'usager, et puis évidemment une bibliographie qui est proposée à la fin. Donc là, quelques chiffres, des choses qu'on a vues tout à l'heure, des chiffres qui du coup seront actualisés là, pour la prochaine présentation que je ferai au mois de juin. Mais déjà, en tout cas, en 2019, le but, c'était déjà de se dire ce que représente le numérique, c'est un peu moins de 3% à l'heure actuelle. Par contre, malheureusement, ça va en s'accentuant. Et dans les slides qui suivent, on voit effectivement que c'est souvent le smartphone qui pose problème. Tu peux passer à la suivante. Voilà, donc quelques chiffres. On aborde aussi la partie réalité virtuelle et notamment métaverse, qui va solliciter encore plus les data centers. Il va falloir en construire davantage. Et on sait que les data centers consomment beaucoup d'énergie, mais en ont nécessité beaucoup pour leur fabrication aussi. Voilà. Dans le slide d'après, ça a déjà été dit tout à l'heure, en fait, c'est pas virtuel. Le numérique, on l'a dit tout à l'heure, c'est physique et ça va représenter beaucoup d'énergie et d'énergie aussi pour le fabriquer. Le slide d'après parle justement des data centers. On en parle d'autant plus qu'on a un des plus gros data centers de France quasiment, en tout cas d'Île-de-France, qui s'est construit à La Courneuve, qui est juste à côté de chez nous. Et dans cet atelier qu'on propose, qui dure à peu près 1h30, il y a aussi des vidéos qui sont proposées. Et donc, on présente un petit peu ce qui se passe juste à côté de chez nous et avec l'objectif annoncé notamment de ce data center de récupérer en fait toute l'énergie que ça produit, toute la chaleur notamment, et c'est réinjecté dans le réseau de chaleur de la ville et même de plusieurs villes qui composent Plaine Commune. Donc ça, c'est le côté un peu positif du data center quand il est, entre guillemets, bien fait. On se pose la question, justement, les data centers qui sont censés être verts, il y a beaucoup de greenwashing par rapport à ça. Bien souvent, les plus connus sont situés aux États-Unis, mais il y a par exemple OVH qui existe en France. J'ai lu récemment notamment qu'ils ont une technologie qui est unique les concernant. Et ça, je vais le mettre dans l'actualisation parce que c'est récent, où en fait, on utilise beaucoup d'eau pour refroidir et des espèces de bains d'huile. Enfin voilà, j'ai lu ça très rapidement récemment. Il y a beaucoup de choses à améliorer avec les data centers et ici à Tel. Il y a les déchets, on l'a traité aussi tout à l'heure, donc je ne vais pas m'appesantir, c'était très bien présenté sur la slide suivante. Dans celle-ci, j'aborde un peu la 5G et en fait, mon fils m'a parlé d'Aurélien Barraud, qui est astrophysicien et philosophe. Et on a regardé ensemble pas mal de vidéos et il y en a une notamment qui va parler de la 5G et c'était l'occasion même dans cet entretien d'aller un peu plus loin et de se rendre compte, ça a été dit aussi tout à l'heure, que en fait, le numérique, ça ne va pas pouvoir continuer à exister tel qu'il existe aujourd'hui. L'emballement
tel qu'il est, en fait, on va droit dans le mur. Donc, c'est une petite vidéo qui est assez intéressante à voir. Tout à la fin en fait, de la présentation, il y aura un lien qui renvoie vers un petit cloud où sont hébergées toutes les données que vous pourrez récupérer si vous avez envie vous aussi de pouvoir utiliser cette présentation. Elle est libre, je vous la propose. Dans le slide suivant, on aborde tout ce qui est achat Internet, avec à la fois, on sait qu'il y a la fast fashion, en fait, va générer beaucoup de pollution déjà en termes de production, mais le fait de faire venir de l'étranger des produits comme ça, qui sont presque à usage unique, il y a un chiffre qui m'avait un peu alarmé, où il semblerait que 22% du bilan carbone des jeunes adolescentes françaises en fait, est lié uniquement à l'achat sur Shein, ou en tout cas ce type d'enseigne de fast fashion. Enfin, en tout cas, les 22%, c'est que Shein. Sur la slide suivante, on s'attarde un peu sur les batteries, puisque tous les appareils numériques nomades, que ce soit une voiture, un vélo, un smartphone ou autre, il va falloir une batterie. On sait faire des batteries de plus en plus performantes, c'est bien. Ceci étant, la fabrication des batteries entraîne beaucoup d'impact sur l'environnement, mais on l'a dit aussi tout à l'heure, c'est le recyclage. Même si on sait recycler certaines batteries, le coût étant tellement énorme que ça reste malheureusement à la marge. Donc là, très clairement, il y a d'autres slides, hein. Là, c'est que quelques échantillons sur le côté négatif. On aborde maintenant les bénéfices qu'il peut y avoir. On attaque d'abord avec l'intelligence artificielle, même si avant, il y a un slide négatif, hein, puisque pour faire fonctionner l'IA, il faut notamment des data centers, ce qui pollue, on l'a vu. Mais l'intelligence artificielle est un outil et peut être utilisée en fait pour optimiser nos gestes quotidiens, pour virtualiser notre planète ou une partie d'un territoire, d'un pays, en se disant, voilà, si je fais ça, si je fais des expériences, qu'est-ce que ça pourrait donner? En imaginant par contre que tous les modèles, toutes les données sont rentrées pour que ça soit le plus pertinent possible, mais ça peut effectivement être un plus, un avantage. Le numérique en termes d'avantages, ça peut être aussi les applications qu'on peut avoir dans la poche, dans son smartphone, au moment où dans un magasin, on est face à un produit et on hésite. Il y a certaines applications qui peuvent nous aider à faire un achat, quand il est nécessaire, le plus responsable possible, d'un point de vue écologique, mais même d'un point de vue éthique. Est-ce que le pays où ça a été fabriqué, est-ce que ce n'est pas des enfants qui ont fabriqué ce produit? Voilà, ce genre de choses. L'autre slide parle aussi d'autres sites, et notamment Open Food Facts, qui n'est pas forcément le plus connu. On pense souvent à Yuka, mais en alternative, ça peut être très intéressant de passer par Open Food Facts. Ça a été aussi abordé tout à l'heure par Jean-Marie notamment, l'esprit en fait low-tech, slow-tech. Je vais essayer de le résumer très rapidement. C'est déjà se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'utiliser le numérique pour réaliser ce que j'ai envie de faire? Ne pas se dire qu'automatiquement le numérique, c'est la seule solution. Ça passe par les fabricants, effectivement, à faire des produits qui sont déjà durables, avec un faible impact sur l'environnement, qui sont réparables. Et puis, d'une manière générale, en tout cas, nous, en tant qu'usagers, toujours se poser ces questions-là. Est-ce que j'ai besoin d'acheter ce produit? Est-ce que ce produit-là, parmi toutes les options qui sont présentées, j'ai besoin de tout? Est-ce que finalement, il n'y a pas un autre produit qui peut correspondre? Est-ce que j'ai vraiment besoin de l'acheter en neuf? Peut-être que je peux l'acheter d'occasion, et on va voir justement tout à l'heure qu'il y a tout un marché autour de ça. Donc, sur la slide suivante, ça rentre un peu plus en détail, toujours sur low et slow tech. Celle d'après, on est sur des bonnes pratiques avant même d'acheter d'occasion. Surtout nous, on travaille en médiathèque, on prête. Notamment par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure très justement, un des plus gros impacts, c'est le streaming. Même si, par exemple, notre médiathèque propose sur notre site la possibilité de regarder en streaming des vidéos, quand on peut, il vaut mieux privilégier l'emprunt de DVD, par exemple. Donc, il y a aussi, je cite quelques sites où il est possible de faire du troc, du prêt, du don. Typiquement, l'appareil à raclette, c'est peut-être pas utile d'en acheter un neuf quand on emménage. Il y a peut-être moyen de se le faire prêter dans sa cage d'escalier ou les voisins ou la famille.
Quelques bonnes pratiques aussi pour faire durer, tant qu'à faire. Si on se dit je ne vais pas acheter un nouveau smartphone tous les ans, comment faire aussi pour qu'il dure le plus longtemps possible? Donc, on aborde ce sujet-là avec quelques petits trucs et astuces. Sur la partie suivante, on traite plus particulièrement du reconditionné. Le principe est très intéressant et dans le slide suivant, petite alerte en fait, parce que il y a aussi du greenwashing, en tout cas des arnaques autour du reconditionné. Il peut y avoir par exemple des appareils qui ont été reconditionnés loin, dans un pays asiatique par exemple, donc là on perd tout l'intérêt. L'idéal étant que ça soit collecté en France, réparé en France et revendu en France, par exemple, pour que ça soit évidemment le plus neutre en termes d'impact. Tout ça, c'est bien joli, mais des fois, comment choisir au meilleur prix, quel est le site qui va être le plus intéressant, s'il répond déjà aux critères qu'on a vus précédemment. Donc, il y a notamment le site Compare Recycle qui permet de se laisser guider pour voir quelle est la meilleure offre qui existe. On aborde ensuite quelques bonnes pratiques concernant les batteries. Je vais pas rentrer en détail. Slide suivant, c'est les bonnes pratiques plutôt sur l'ordinateur. Notamment si un ordinateur maintenant est un petit peu ancien, Windows est plus compatible, pourquoi pas utiliser Linux par exemple. Autre possibilité en bonne pratique, on l'a évoqué tout à l'heure, même si les mails, c'est très connu. D'ailleurs, c'est souvent ce qui est présenté en premier dans des articles pour réduire son impact. Mais bon, ça ne fait pas de mal en tout cas de se le rappeler en bonus de tout ce qu'on a pu voir précédemment. Pareil sur les manières de rechercher sur Internet. Sur le slide suivant, on va s'intéresser davantage aux vidéos. Même si on a vu tout à l'heure que la vidéo, il y a des petites astuces, plutôt que de regarder une vidéo en 4G sur son téléphone, si on peut regarder en Wi-Fi, mais idéalement télécharger en Wi-Fi pour pouvoir regarder ensuite hors connexion. Mais c'est aussi, par exemple, baisser la résolution de la qualité vidéo, notamment si on est sur un smartphone, ce n'est pas la peine d'être avec la qualité maximum. On va réduire notre impact sur l'environnement en fait, en baissant la qualité. Quelques petites astuces sur les photos. Le livre numérique, alors oui, il y aurait tout un pas mal de choses à dire là-dessus. Un des intérêts, en tout cas, c'est qu'on va pouvoir téléchargé les données dans sa liseuse. Et donc, ensuite, c'est neutre. Mais par contre, on peut se poser la question de la fabrication de la liseuse, des modèles économiques qu'il y a derrière, et le ratio entre, et notamment en médiathèque, il y aurait tout un débat à avoir sur est-ce que c'est intéressant de faire du pré-liseuse, mais là, j'ai peur de déborder. Quelques trucs et astuces sur la consommation de musique. Par exemple, moi, j'ai un abonnement chez Deezer et je m'attache à ce que chaque nouvelle chanson que j'aime, je la télécharge chez moi en Wi-Fi, ce qui fait qu'après, je vais pouvoir l'écouter de manière neutre. Et l'optimisation des appareils aussi pour les faire durer le plus longtemps possible. Et puis on conclut, même si d'ailleurs tout ce qu'on a vu jusqu'ici, à chaque fois on s'attache à avoir une interaction avec les usagers. Donc pareil aussi sur la connexion à Internet, on l'a dit, privilégier plutôt le Wi-Fi, faire attention quand on est tout à l'heure, là au début Zoom, autant effectivement couper les vidéos pour les personnes qui ne sont pas en train d'intervenir parce que ça va réduire notre impact là tout de suite. Et puis, l'électricité, il y a notamment Enercop, en tout cas dans les recherches que j'ai faites, c'était les seuls à vraiment fournir une énergie verte, pas comme d'autres, que je ne citerai pas. Et donc, on conclut un petit peu sur qu'est-ce que vous, en tant qu'usager, qu'est-ce que vous faites et puis quels conseils aussi voir, c'est assez intéressant, ça permet de se lancer un petit peu dans un débat, aller un petit peu plus loin. On présente en tout cas dans la slide suivante une petite sélection, là j'ai mis juste une slide, de divers livres qu'on peut avoir sur les réseaux qui traitent du sujet. Et on a aussi bien sûr des documentaires, des DVD et une partie en streaming sur notre site, mais privilégions la version physique. Voilà sur le petit résumé de cet atelier
qu'on avait appelé écologie et numérique. Sur la slide suivante, vous avez un lien, donc où va-t-on, .link, voilà. En récupérant ce lien, vous accéderez donc à la présentation au PowerPoint d'origine et les vidéos aussi qu'on diffuse pendant cette présentation. Voilà. Deuxième petite partie plus rapide, c'est ce qu'on a essayé, ce qu'on a mis. Pardon? Je te donne 2 minutes, Pierrick, si ça te va. Ça va. Donc, c'est des choses qu'on a commencé à mettre en place ou qu'on souhaite mettre en place. Et beaucoup de choses, d'ailleurs, ont été dites tout à l'heure sur la partie ordinateur, les achats. Donc, ça, c'est en amont. Ensuite, des partenariats qu'on pourrait avoir, par exemple, avec Emmaüs Connect, plutôt que notre matériel, suite à un renouvellement, soit détruit, autant qu'il reserve. Éviter un allumage automatique des ordinateurs, faire des extinctions automatiques, ce genre de choses, sensibiliser les collègues dans leur travail au quotidien et la possibilité aussi eux-mêmes d'animer des ateliers. Et deuxième slide, des petites préconisations que j'ai pu, qu'on peut essayer de faire si on a un site internet dans le cahier des charges par rapport aux prestataires. Il y a régulièrement des renouvellements de marché, donc ça peut être l'occasion. Mais aussi pour nos logiciels métiers, et puis voir aussi ce qui est possible de faire sur les accès Internet qu'on utilise de côté professionnel et qu'on a en mise à disposition pour le public. Et je finirai juste avec la dernière slide. En fait, c'est la programmation qui est en cours pour notre mois de l'environnement au mois de juin prochain. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas liées au numérique. Pardon ? Pas la slide, je crois, je suis désolée. C'est pas grave. Il y a un autre atelier que l'on va proposer, numérique notamment, qui a un aspect éducation média l'information aussi, en lien à l'open data. L'idée, en fait, c'est de dire, y a-t-il un dérèglement climatique à La Courneuve? Donc, le principe, c'est en récupérant toutes les données open data en termes de température, toutes les données météo, montrer en fait l'évolution de ces choses-là sur le long terme, voir effectivement qu'il y a un dérèglement. Par contre, se mettre après dans la position d'un climato-sceptique et d'essayer de prouver, mais non, c'est pas vrai, ce que vous dites est faux, donc en utilisant des données notamment sur du plus court terme. Voilà. Je me permets, Pierre, qu'il y avait une question très une ou deux questions très pratiques. Quel type de public avez-vous pour ces ateliers? D'accord. Alors, dans un premier temps, on avait fait surtout public libre, pas public captif. Là, donc ça, c'était l'année dernière. Donc, c'était assez variable. Des fois, on avait du monde, des fois, on n'avait pas trop de monde. Parce qu'il y avait, en fait, on a coloré toutes nos actions habituelles autour de l'environnement. Là, cette année, et parce qu'on avait plus de temps aussi, on s'est attaché à avoir un public captif, dit captif, avec école, centre de loisirs, mais aussi maison de retraite, éventuellement, ce genre de choses. On peut aussi faire hors les murs. Alors, la durée, c'était bien 1h30, hein, c'est ça? C'est ça, en comptant aussi les interactions avec le public. D'accord. Et une autre question pratico-pratique. Comment vous faites concrètement pour faire du pratique lors de ces ateliers? Pour faire du pratique. Alors, c'est la question de Hélène. Hélène, si tu veux repréciser ta question. Et sinon, il y a quelqu'un qui demande si tu peux venir faire ça à Sainte-Barbe. Enfin, Sainte-Barbe, c'est dans Paris, mais voilà. En vélo, pourquoi pas. Voilà. Sinon, moi, j'essaye de trouver un moment pour aller à la Courneuve en juin, hein, si les gens veulent essayer. Avec plaisir. Alors, Hélène, oui. Hélène, si en fait, ma question, elle était de cet ordre-là. Vous dites, par exemple, dans les bonnes pratiques, désinstaller les applications ou les newsletters, je ne sais pas. Est-ce que lors de ces ateliers, vous montrez aux gens, c'est-à-dire que les gens viennent avec leur tablette ou leur smartphone et vous leur montrez parce que c'est bien beau de le dire, mais je pense qu'il y a 99% des gens qui ne savent pas faire les manips. Alors, tout à fait. En fait, nous faisons des ateliers numériques tous les mardis de 17h à 19h. Et notamment, une fois par mois, on a le principe de café numérique
où quand les gens viennent, on ne sait pas, parce que c'est vraiment pas toujours moi qui anime, c'est en fait les usagers qui viennent avec leur question et leurs besoins. Donc typiquement, ça c'est des choses qu'on a régulièrement. Les gens viennent avec leur propre smartphone et ils ont cette question-là, comment mettre des applications, comment optimiser, comment sécuriser, et on le fait avec eux, et on a un dispositif, une petite caméra qu'on branche sur un vidéoprojecteur, ce qui permet d'afficher sur l'écran du vidéoprojecteur l'écran du smartphone de l'usager, et donc tous les autres usagers qui sont présents peuvent bénéficier de ce qu'on est en train de dire. Et là, c'est concret, tout à fait. Mais pendant l'atelier que j'ai présenté, il dure vraiment 1h30 et à chaque fois, en fait, quand on fait des ateliers numériques, de toute façon, on fait la promotion des autres et on invite aux prochaines dates en fonction de notre programmation, soit dans notre médiathèque, soit dans les médiathèques les plus proches, dans le réseau notamment. Merci beaucoup, Pierrick. Donc, il y a beaucoup, je crois, d'intérêt pour cette présentation. Je vais mettre, le temps que Anaïs parle, je vais mettre les liens directement dans le chat. Comme ça, vous les aurez là tout de suite aujourd'hui. Merci de partager cette ressource précieuse à tout le monde. C'est une super démarche. Et je voulais juste dire que si vous cherchez aussi d'autres idées d'ateliers vraiment pratiques et un peu clés en main, vous avez le Digital Cleanup Day. Je vais vous mettre le lien dans le post, qui est une activité de nettoyage des déchets numériques. Et l'association, c'est co-organisé par l'Institut du numérique responsable. Et vous avez tous les PowerPoints d'animation, des webinaires de préparation, tout ce qu'il faut pour s'auto-former, pour animer ce genre d'atelier, même quand on n'est pas spécialiste. Donc, on vous met les ressources dans le chat. Et merci encore, Pierrick. On va passer la parole à Anaïs pour un quart d'heure également de présentation. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis donc Anaïs Lenot-Bourris, chef de projet numérique au sein des bibliothèques de Rouen. Alors, je n'ai pas de PowerPoint à vous présenter. Je vais vous présenter le travail qu'on a fait, qu'on fait depuis plusieurs années pour sensibiliser le public des bibliothèques de Rouen au numérique responsable. Tout d'abord, c'est parti d'un groupe de travail créé par Marion Nagar, qui co-organise la journée, enfin le webinaire là, qui était auparavant qui travaillait au sein des bibliothèques de Rouen. Et donc, elle a impulsé un groupe de travail sur les bibliothèques vertes à Rouen, qui est un travail de réflexion sur nos pratiques et sur la manière de sensibiliser le public. Moi, j'étais la référente numérique responsable, puisque étant chef de projet numérique. Et donc, ça m'a permis aussi de réfléchir à la manière de sensibiliser aussi bien les bibliothécaires, les collègues, que le public. En 2020, nous avons organisé une exposition que vous pouvez toujours trouver en ligne. Il faudrait d'ailleurs que je vous envoie un lien. Il s'agit de l'exposition Data Detox qui a été créée par l'Université de Lausanne. Alors, cette exposition a été créée en 2018, donc elle est un peu datée. Si vous la présentez, elle est modifiable, c'est-à-dire, voilà, elle est Creative Commons et elle est modifiable, c'est-à-dire qu'on peut réactualiser des informations. Je vous mettrai dans le chat en fait le lien vers l'exposition, sauf si quelqu'un arrive à la trouver en ligne. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a modifié un petit peu, parce que bon, entre 2018 et 2020, le numérique va tellement vite qu'il y avait aussi des modifications à faire sur les fichiers. On les a imprimés en grand format, je ne sais plus quel format d'ailleurs, et on a présenté l'exposition aux bibliothèques de Rouen. Il y a eu un beau succès. En fait, le Data Detox, ça parle aux gens, c'est une question qui les concerne énormément. J'ai pu le vérifier à travers la fréquentation de l'exposition, mais surtout les ateliers qui l'ont accompagné. En quoi consiste le Data Detox? Ça traite de tout ce qui est géolocalisation, navigateur web, les données personnelles, les manières aussi de naviguer de façon un peu plus responsable sur le web, sur les réseaux sociaux et toutes les solutions alternatives qui existent. Donc moi, j'inclus tout ça dans le numérique responsable. On l'a vu d'ailleurs dans la présentation du début, ce sont des questions, les données personnelles sont des questions d'une pratique numérique responsable et durable. On a organisé 5 ou 6 ateliers juste avant le confinement et ces ateliers ont rencontré un beau succès. Il y a eu une demande de faire de nouveau des ateliers de cette sorte.
chose qu'on n'a pas trop fait depuis, puisqu'il y a eu le confinement, etc. On a changé un petit peu de politique. Cependant, j'ai pu, refaire un atelier qui ressemblait un petit peu à ça, tout récemment, le 15 mars, à l'occasion du Digital, Cleanup Day, voilà, dont on vient tout juste de parler. Normalement, le Digital Cleanup Day était le 18 mars, pardon, mais nous, à Rouen, la ville de Rouen a organisé une semaine, en fait, du nettoyage numérique. Et donc, nous, on a fait ça le mercredi. C'est moi qui ai animé l'atelier où il s'agissait en fait de nettoyer un peu son smartphone. Et donc, j'ai accueilli un public de 8 personnes, 8 femmes, voilà, qui ne connaissaient rien à tout ça et qui ont appris à nettoyer un peu la mémoire de leur téléphone. J'ai parlé de plein de choses, voilà, de l'impact environnemental de la fabrication d'un téléphone, de l'impact du visionnage d'une vidéo justement, pourquoi télécharger une vidéo plutôt que de la regarder en streaming, comment nettoyer ses mails, les différences d'impact du visionnage d'un mail, le Wi-Fi, la 4G, enfin voilà, énormément de questions. Donc pas que du téléphone, vraiment à proprement parler. Il y a eu un très grand intérêt pareil pour cet atelier. Ça a été un atelier pratique, hein, c'est-à-dire que je leur ai fait pratiquer. Pardon. Et elles en sont ressorties avec une envie de faire d'autres ateliers de la sorte. Donc ça va être l'occasion pour moi de relancer un petit peu cet aspect numérique durable pour le public. J'en avais profité aussi, pour inviter, certains le connaissent sans doute, Vincent Courboulet, qui est le directeur de l'Institut du numérique responsable. Il est intervenu aux bibliothèques de Rouen le 25 février, donc tout récemment aussi, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, que je peux vous montrer ici, on voit à l'envers bien sûr, c'est L'archipel des GAFAM, manifeste pour un numérique responsable. Il avait déjà écrit un autre livre en 2019 ou 2020, je ne sais plus, qu'on avait dans les bibliothèques. Et donc à l'occasion de la sortie, ce livre est sorti il y a 3 semaines, donc juste avant son intervention en fait aux bibliothèques, donc c'était super. Et il est venu nous parler essentiellement, des données personnelles, de la pratique en fait, des GAFAM, la façon dont ils peuvent, voilà, contrôler nos données, contrôler nos pratiques, de l'intelligence artificielle. C'était vraiment très intéressant et justement, là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'il n'a pas vraiment parlé de l'aspect, pollution numérique, mais surtout des données personnelles et cetera. Parce que, ben, c'était un peu le piège pour moi, numérique responsable ou numérique, environnemental, c'est pas uniquement du matériel et la pollution en soi du numérique, c'est surtout la façon dont on la pratique et la façon dont on fait intervenir les entreprises, du numérique et cetera. Donc, thème que voilà, vous l'avez assez abordé en première présentation notamment. Donc voilà, donc l'intervention de Vincent Courboulet, je vous la recommande. C'est quelqu'un de très abordable, en plus qui a beaucoup d'humour, vraiment très sympa. Donc voilà, vous l'invitez, il vient. C'est vraiment très facile de le faire venir et quelqu'un vraiment d'hyper abordable et hyper gentil. C'était une excellente expérience pour moi et je pense le faire réintervenir en bibliothèque. Alors, bon, par contre, il vient de La Rochelle, donc c'est pas forcément on est habitué à faire venir les gens de Paris ou autre, c'est un peu plus simple niveau transport, mais voilà. Ensuite, on a tenté aussi une expérience qui est moins concluante que les 2 que je viens de citer, à savoir, la collecte de matériel numérique au sein des bibliothèques et l'organisation d'ateliers de réparation. Peut-être que les gens ne nous identifient pas, pour ce genre d'activité. Je ne sais pas vous, ce qu'il en est de votre côté, mais les gens nous identifient pour certaines activités et certainement pas pour d'autres et donc il y a d'autres activités qui ont du mal à prendre. Donc là, voilà, collecter du matériel numérique, c'est compliqué, on n'est pas identifié pour ça et ensuite l'organisation d'ateliers de réparation, ça fait peut-être un peu peur. Voilà, c'est quelque chose qui fait sans doute peur. Les gens, se disent: «Bah, non, je suis pas du tout bricoleur informatique», donc voilà. Ou est-ce qu'on n'a pas abordé les choses de la bonne manière? Je ne sais pas. Mais ça n'a pas été un succès, phénoménal. Voilà, on a eu, hein, voilà, on a été
plutôt satisfaits, mais on ne va pas recommencer. Ça mobilise en plus des connaissances. Donc, ça mobilisait une personne extérieure de la bibliothèque qui là n'est plus disponible en plus. Donc voilà, on peut pas, nous on n'a pas les connaissances en fait de faire réparer des machines au sein des bibliothèques. Il faudrait qu'on fasse intervenir quelqu'un d'extérieur, ce qui est possible, hein, mais voilà. Pour l'instant, on va arrêter cette activité. Donc pour résumer, nous, les leçons qu'on en tire de ces 2 années d'expérience de numérique responsable, c'est que les gens se sentent vraiment très concernés depuis 2 ans par tout ce qui est données personnelles, connaître son smartphone, connaître l'utilisation de sa machine, de son ordinateur ou son smartphone, et surtout comment sécuriser ses données personnelles. C'est vraiment quelque chose, à chaque fois qu'on a fait des ateliers de ce type, ça a rencontré un gros succès, les gens étaient très enthousiastes et en redemandaient en fait. Donc c'est ce qu'on va faire, c'est là durant le restant de l'année, et l'année prochaine, on va axer nos ateliers numériques là-dessus. Voilà, voilà. J'ai été assez rapide. On m'avait dit de faire rapidement, donc j'ai été très rapide. Ça laisse la place à des questions. Alors, il y en a une, et puis je vais rajouter ma question à moi avec. Il y a Manon qui demande comment contacter M. Courboulet. Et moi, je voudrais juste vérifier. C'est une sorte de conférence, du coup, qu'il propose et combien de temps ça dure? Oui, moi, j'avais choisi le format, en fait, il voulait choisir ce que vous voulez. Moi, j'avais choisi le format discussion, c'est-à-dire on discutait tous les deux, enfin, je lui posais des questions et il répondait. Et le public posait des questions également. C'est vraiment sous forme d'échange. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 heure, 1 heure et demie. Alors 1 heure, l'échange entre tous les deux, et 1 heure et demie, voire plus, ensuite avec le public. Puisque le public a bien échangé pendant longtemps, à chaque fois lors de nos interventions. D'accord. Et est-ce que tu pourras partager éventuellement son contact, parce que ça a l'air d'intéresser pas mal de gens? Oui, alors on le trouve, dans mes souvenirs, on le trouve soit sur l'Institut du numérique responsable, soit chez l'éditeur Actes Sud. Je ne me rappelle plus où je l'ai trouvé, mais je peux vous donner le mail. Je vais le retrouver facilement, le mail. Il faudra juste me laisser quelques Ouais, sur le site de l'Institut, je n'ai pas trouvé là, justement, j'étais en train de fouiller, c'est pour ça. Je me suis permis de demander. Il est sur LinkedIn, d'après Pauline, il est sur LinkedIn sinon? Oui, sans doute. Alors, je vais diffuser son mail. Ah oui, c'est l'Université de La Rochelle, en fait. C'est, alors, V. Courboulet, non, Courbou. Alors, je vais le partager. Tu pourras le mettre dans le chat, ouais. Comme il est enseignant-chercheur, ouais. Pendant que tu tapes, moi je me permets juste d'appuyer un peu le clou, d'enfoncer le clou pour l'Institut du numérique responsable. C'est vraiment une plateforme très intéressante et vous avez un MOOC, donc un cours gratuit et en ligne de formation aux enjeux du numérique responsable, qui est vraiment bien fichu, très riche et qui est une bonne porte d'entrée sur ces sujets-là. Il y avait également une question sur la collecte de matériel. Une fois collecté, vous faites quoi du matériel? On le donne à une association. On le répare. Enfin voilà, on faisait une réparation et le donnait à des associations. Bon, il s'avère que vu le matériel, en fait, c'est ça aussi qui était un échec, c'est que vu le matériel qu'on a collecté, il n'y avait pas moyen vraiment de réparer, de le refaire marcher et de le donner à des associations. Donc, après, il y a quelqu'un qui propose que ça pourrait peut-être fonctionner si ça se fait sur toute l'année et pas seulement sur une semaine. Et alors, nous, on l'avait fait sur plusieurs mois. Hein. Ouais. Plusieurs mois, d'accord. Et effectivement, Jean-Marie parle des repairs café informatiques en BU. Peut-être que ce genre de choses, effectivement, fonctionne plus en BU qu'en bibliothèque municipale. Mais que je pense que les médiathèques peuvent être un lieu qui accueille des repairs café. En soi, même si on n'est pas, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas estampillé pour les gens qui ne nous identifient pas pour ça, mais on pourrait être un lieu qui accueille ce genre d'association. Pourquoi pas? Oui, je pense qu'effectivement, en université, ça peut fonctionner. Il faut essayer. Merci beaucoup. Est-ce que, donc, il y a plein de ressources qui sont partagées dans le chat. Vous avez au moins 5 ou 6 fois le lien vers le MOOC de l'INR. Super. On avait prévu, je crois, de vous repartager un tout petit peu. Hop, je vais refaire. Je ne sais pas si il y a une question. Oui, pardon. Il y a des questions. J'ai cru comprendre qu'il fallait
payer l'association. C'est quel asso? L'Institut du numérique responsable ou... Non, c'est pour Ribert Café, je pense. Ah oui, oui, oui. Oui, bah oui, c'est comme la plupart des associations. Et juste, Anaïs, si tu pouvais retrouver, j'ai perdu, l'exposition Data Center. Ah oui, En fait, effectivement, Geneviève a partagé un lien que j'avais trouvé aussi, mais j'ai l'impression que ça donne le lien juste vers une vidéo de présentation et le flyer de présentation, mais pas vers l'expo en elle-même. Ouais. Donc, si toi, tu as sous la main, c'est ça. Je l'ai mis en lien, oui. Et ouais. Donc, en fait, il y a le lien pour tout télécharger. C'était bien le même lien que celui que tu avais mis, Geneviève. Bien joué. Alors, attends, du coup, je regarde. Il y a la brochure, le poster et l'expo, du coup, sur ce lien-là. On l'a télécharger la brochure, les posters de l'exposition, en fait, c'est l'expo. Ah oui, les posters, c'est l'expo. Oui, je suis pas réveillée ce matin. Il y a possibilité de les modifier, bon, avec InDesign, je pense. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on avait fait, nous. Donc voilà. Et comme ils sont Creative Commons pour modification, c'est possible de les modifier. Super, merci beaucoup. Si ça vous va, tenir le timing, on va vous donner les 3-4 petites ressources pour finir. Mais le chat, enfin la visio reste ouverte. On a prévu de rester jusqu'à midi pour celles et ceux qui ont un peu de temps pour un échange plus informel, qui ne sera pas enregistré, etc. Donc, on vous donne rendez-vous le jeudi 15 juin. Nola, je crois que c'est toi qui avais proposé ce thème. Ou est-ce que tu veux en dire un mot ? Oui, alors je l'ai proposé, il a été voté, hein, comme tous les autres, thèmes. L'idée, parce qu'il y a de plus en plus effectivement de bibliothèques qui essayent de créer un fonds dédié au développement durable ou à l'écologie, un fonds vert, enfin chacun appelle ça un peu comme il le souhaite. Donc l'idée, c'est de partager des choses très concrètes par rapport on va dire bibliothéconomique sur comment est-ce qu'on a fait, comment on l'a fait et comment on le gère si gestion l'IA. Est-ce qu'on l'appelle vert, est-ce qu'on l'appelle écolo, est-ce qu'on l'appelle développement durable, est-ce qu'il y a autre chose que des livres, des documents dedans. Voilà, donc si vous en avez un chez vous, que vous vous sentez d'intervenir, ou que vous êtes même en train de travailler dessus, hein, même s'il n'est pas encore mise en place, vous pouvez nous contacter. Donc là, vous avez le mail de Fanny, mais après, elle me transférera aussi, puis aux autres co-organisatrices. Je pense que j'interviendrai, puisque chez nous, on en a un depuis 1 an, le 15 juin. Donc voilà, je pourrais faire un formidable bilan. Mais je pense qu'on a tous des manières différentes de faire. Donc, puis que vous soyez en BU, en BM, en BDP, c'est toujours pareil, on prend le plus et le maximum. Voilà. Et effectivement, j'en profite, les webinaires précédents, il faudrait effectivement peut-être, Fanny, mettre le lien vers la chaîne YouTube. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez Bureau des acclimatations, qui est la structure de Fanny, vous les retrouvez tous. Je vais le faire tout de suite. Ah bah ça y est, Marion l'a fait. Voilà. Vous l'avez dans le support qui est là, donc vous allez, je vous ai mis le lien déjà dans le chat sur un drive dans lequel on met tous les supports, etc. Donc vous aurez les liens à nouveau. On envoie par mail à toutes les personnes, c'est pour ça qu'on demande une inscription. Ça nous permet, même si vous n'étiez pas là en direct, d'avoir votre mail et de vous envoyer toutes les ressources, le replay, etc. Et puis, en fait, on met maintenant l'information, à la fois grâce au travail de la commission Bibliothèque Verte. Vous savez que vous avez ce super blog sur lequel il y a aussi un agenda. Donc, vous avez toutes les dates. Et j'en profite pour mentionner le fait que l'URFIST organise 2 temps autour de la sobriété numérique. Donc, il y en a un cet après-midi, c'est un peu court, mais un autre à venir très bientôt. Et vous voyez qu'il y a plein de thèmes, notamment sur le numérique, d'ailleurs, à venir. Les webinaires sont toujours annoncés sur cet espace, avec du coup le lien pour s'inscrire. Et dans la partie blog, vous avez aussi toute une page qui présente et où vous avez tous les replays. Donc, on vous les remettra dans le chat. Je voulais vous dire aussi que j'ai en cours, dans le cadre d'un travail de recherche, une enquête sur les consommations énergétiques en bibliothèque. Donc, je vais vous repartager dans le chat aussi le lien. Si vous avez le temps de prendre un peu de temps, un peu d'énergie pour aller chercher vos consommations, et ou nous dire, en fait, on ne la connaît pas aujourd'hui pour telle et telle raison, ça contribuera à une recherche globale qui vise à créer un petit référentiel par typologie de bibliothèque, quelles sont les consommations énergétiques aujourd'hui, et essayer d'identifier des leviers d'action et de proposer des bonnes pratiques.
Et on a une deuxième ressource participative qui est un catalogue de bonnes pratiques où on essaye de récupérer des illustrations de plein de choses qu'on peut mettre en place en bibliothèque pour réduire les impacts environnementaux. Et l'idée, c'est un document que vous pouvez vraiment modifier. Donc, vous pouvez aller rajouter une page, rajouter 2 photos. Même si c'est simple, même si ce que vous faites, ça vous paraît petit, on a besoin de montrer que c'est partout, qu'il se passe plein de choses, que c'est très inventif, parce que ça aide à bouger la norme. Moi, je l'utilise beaucoup en formation ou en table ronde pour dire, mais regardez, telle bibliothèque, telle bibliothèque, telle bibliothèque, tout le monde fait des choses et donner envie à ceux qui ne font pas encore de s'y mettre. Voilà, vous aurez quelques ressources, on vous envoie vers des liens où vous pouvez trouver de la matière pour nourrir votre réflexion. Et puis, j'ai juste noté une ressource qui a été partagée dans le chat tout à l'heure, mais on est passé vite, on ne l'a pas trop vue. Et voilà, Julie Curien qui arrive pour la conclusion. Magnifique. Hop. J'ai fini pour ce que j'avais à vous transmettre. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, grand merci, à bientôt et on continue de manière plus informelle.